Ma sœur est arrivée à mon mariage en larmes, prétendant que mon fiancé m'avait trompé. Je l'ai vu de mes propres yeux, a-t-elle dit. Puis il a pris le micro et a annoncé, « Je veux que tout le monde sache que ma belle-sœur a essayé de m'embrasser hier, et quand j'ai refusé, elle a inventé ce mensonge. » Puis il a diffusé l'enregistrement de l'appel téléphonique. Pour que les 200 invités puissent l'entendre. Je m'appelle Chloé et j'ai 28 ans. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » si vous vous êtes déjà senti trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Mais laissez-moi vous ramener là où tout ce gâchis a commencé. Voyez-vous, ma sœur Emma a toujours vécu dans mon ombre. Non pas que je l'y ai mise, remarquez, mais parce qu'elle a passé toute sa vie à se comparer à moi au lieu de tracer son propre chemin. Quand nous étions enfants, j'étais celle qui avait de bonnes notes sans effort, se faisait des amis facilement, et réussissait d'une manière ou d'une autre à éviter la phase ingrate de l'adolescence qui a frappé Emma comme un train de marchandises. Je me souviens, quand j'avais 15 ans et Emma 13, elle s'est inscrite au même concours d'art que j'avais gagné l'année précédente. J'étais passé à d'autres centres d'intérêt à ce moment-là, mais Emma était déterminée à prouver qu'elle pouvait faire ce que j'avais fait. Elle a passé des semaines sur sa peinture, veillant tard, manquant des soirées pyjama avec ses amis. Quand les résultats ont été annoncés et qu'elle a terminé 3e, elle a pleuré pendant des heures. Non pas parce que la 3e place était mauvaise, mais parce que ce n'était pas la première. Ce n'était pas ce que j'avais accompli. Maman l'a trouvée en sanglots dans sa chambre ce soir-là. À travers les murs fins, j'ai entendu Emma murmurer, « Pourquoi est-ce que je n'arrive à être bonne en rien comme Chloé ?» Ça m'a brisé le cœur. J'ai alors essayé de lui donner mon trophée de l'année précédente, pensant que ça pourrait aider. Elle l'a jeté à travers la pièce. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'Emma ne voulait pas être bonne à quelque chose. Elle voulait être meilleure que moi en tout. Il y a une différence, et c'est une différence qui allait façonner notre relation pour les 15 années suivantes. Nos parents, Dieu soit loué, ont fait de leur mieux pour que les choses soient justes. Ils célébraient les réussites d'Emma aussi bruyamment que les miennes. Mais Emma ne pouvait jamais le voir. Chaque dîner de famille devenait une performance où elle énumérait ses accomplissements, attendant que quelqu'un dise qu'elle m'avait surpassé. Quand je suis entré à l'université d'État, Emma a soudainement décidé qu'elle devait postuler dans des universités privées. Quand je me suis fiancé, Emma a commencé à laisser entendre que son petit ami de longue date ferait mieux de la demander en mariage bientôt. Le schéma était épuisant, mais j'aimais ma sœur. Je pensais que peut-être, une fois qu'elle aurait trouvé sa propre voie, sa propre identité distincte de la compétition avec moi, les choses s'amélioreraient entre nous. J'étais assez naïf pour croire que mon mariage pourrait en fait nous rapprocher. Après tout, il n'y a rien de tel qu'une réunion de famille pour une célébration pour remettre les choses en perspective, n'est-ce pas? Faux. Tellement, incroyablement, spectaculairement faux. Rencontrer Jake a tout changé pour moi. Et malheureusement, il semble que ça ait tout changé pour Emma aussi. J'avais 25 ans quand nous nous sommes rencontrés au barbecue d'un ami commun. Il était chef de chantier avec des yeux bienveillants et le genre d'intelligence pratique que j'ai toujours trouvé attrayante. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui ne criait « Regardez-moi ». Juste un homme solide et fiable qui me faisait rire et qui écoutait vraiment quand je parlais de mon travail de graphiste. Notre relation s'est développée naturellement sur 8 mois de vrais rendez-vous, de vraies conversations, et de construction de quelque chose d'authentique ensemble. Jake venait me chercher au travail le vendredi, et nous essayions de nouveaux restaurants ou partions en randonnée le week-end. Des choses simples, mais ça semblait juste. Il se souvenait de ma commande de café, appelait quand il disait qu'il le ferait, et ne m'a jamais fait sentir que je devais être quelqu'un d'autre que moi-même. Quand j'ai ramené Jake à la maison pour le premier dîner de famille, j'aurais dû prêter plus d'attention à la réaction d'Emma. Elle sortait avec Marcus depuis 2 ans à ce moment-là, un gars parfaitement gentil qui travaillait dans la comptabilité et lui apportait des fleurs tous les vendredis. Mais au moment où Jake est entré dans la salle à manger de nos parents, quelque chose a changé dans l'air. Emma, qui passait habituellement les dîners de famille à parler de sa dernière promotion ou de quelques drames à son bureau, est devenue inhabituellement silencieuse. Au lieu de cela, elle a passé toute la soirée à poser des questions à Jake. Quel genre de musique aimait-il? Avait-il beaucoup voyagé? Quels étaient ses films préférés? Des questions normales pour apprendre à se connaître, sauf pour la manière dont elle les posait. Il y avait une intensité,
Une concentration qui me mettait mal à l'aise d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Il a l'air vraiment super, m'a-t-elle dit plus tard alors que nous aidions maman à débarrasser la table. Tu as tellement de chance de trouver quelqu'un comme ça. Chanceuse, comme si j'avais gagné Jake à la loterie au lieu de construire une relation avec lui, mais j'ai balayé ça d'un revers de main. Emma était probablement juste amicale, non? Au cours des mois suivants, Emma a trouvé des raisons d'être dans les parages chaque fois que Jake venait. S'il venait regarder un film, Emma décidait soudainement qu'elle avait besoin d'emprunter quelque chose à maman. Si nous dînions dans mon appartement, Emma appelait avec une crise qui nécessitait un conseil fraternel immédiat. Toujours quand Jake était là. Jake était toujours là quand elle pouvait monopoliser son attention pendant 20 minutes pendant que je gérais le problème qu'elle avait fabriqué. Jake, étant la personne gentille qu'il est, était toujours poli. Il lui posait des questions sur son travail, complimentait sa coupe de cheveux, riait à ses blagues. De la décence humaine de base, vraiment. Mais Emma interprétait sa gentillesse comme quelque chose de plus. J'ai commencé à remarquer la façon dont elle lui touchait le bras quand elle riait. Comment elle se plaçait à côté de lui sur les photos de famille. La façon dont elle évoquait des blagues privées de leur conversation quand je n'étais pas là. Emma t'admire vraiment, a mentionné Jake un soir alors que nous rentrions de chez mes parents. Elle parle beaucoup de toi quand tu n'es pas dans la pièce. Quel genre de choses dit-elle, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ne voulait pas savoir. Juste à quel point elle est fière de toi, de ton succès. Elle semble penser que tu as tout compris. Si seulement c'était aussi simple. Emma ne parlait pas de fierté. Elle m'étudiait, essayant de comprendre ce qui avait fait que Jake me choisisse plutôt que quelqu'un comme elle. Et dans son esprit, si elle pouvait trouver la formule, peut-être pourrait-elle reproduire les résultats. Le premier véritable signe avant-coureur est apparu environ 1 an après le début de ma relation avec Jake. Emma avait rompu avec Marcus le mois précédent, affirmant qu'il n'était pas compatible à long terme. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est qu'elle l'avait comparé à Jake pendant des mois, trouvant des défauts à chaque qualité qui n'étaient pas à la hauteur des forces de mon fiancé. Sans petit ami sur qui se concentrer, l'attention d'Emma s'est focalisée au laser sur Jake et moi. Elle a commencé à se présenter à mon appartement sans prévenir, toujours avec une excuse parfaitement raisonnable. Elle avait besoin d'emprunter mon bon appareil photo pour un projet de travail. Elle était dans le quartier et a pensé qu'elle déposerait le pull que j'avais laissé chez maman. Elle voulait me préparer à dîner pour me remercier de l'avoir aidé à déménager. Sauf que Jake était toujours là quand elle se présentait. L'invitation à dîner était particulièrement mémorable. Emma est arrivée à 19h30 un samedi soir, les bras chargés de sacs de courses et ce sourire éclatant qu'elle réservait aux grandes occasions. Elle avait acheté des ingrédients pour le plat préféré de Jake, celui qu'il avait mentionné apprécier dans un restaurant que nous avions visité des mois plus tôt. Comment elle se souvenait de ce détail spécifique alors que je l'avais honnêtement oublié me dépassait. J'ai pensé que je ferais le plat préféré de Jake pour le remercier de m'avoir aidé à déménager cette commode la semaine dernière, a-t-elle annoncé, se dirigeant déjà vers ma cuisine. Sauf que Jake ne l'avait pas aidé à déménager de commode. C'est moi qui l'avais fait. Quand j'ai souligné cela, Emma a ri. Oh, tu sais ce que je veux dire. Vous m'aidez tellement tous les deux. Parfois, je confonds qui a fait quoi, non? Confuse. Elle a passé les 3 heures suivantes à préparer un repas élaboré pendant que Jake et moi regardions la télévision, l'appelant dans la cuisine toutes les quelques minutes pour lui demander son avis sur l'assaisonnement ou pour qu'il attrape quelque chose sur une étagère haute. Chaque interruption semblait calculée, conçue pour détourner son attention de moi et la porter sur elle. Et peut-être que j'étais paranoïaque, mais je jurais qu'elle s'était changée entre son arrivée et le début du dîner. Le jean et le pull décontracté avaient été remplacés par une robe ajustée qui mettait en valeur sa silhouette. Ta sœur est vraiment attentionnée, a dit Jake lors d'une de ses consultations en cuisine. La plupart des gens ne se donneraient pas autant de mal. Attentionnée. C'est un mot pour le dire. Le schéma a continué pendant des mois. Emma envoyait des SMS directement à Jake au sujet des événements familiaux au lieu de passer par moi. Elle s'invitait à nos rendez-vous, prétextant qu'elle s'ennuyait ou se sentait seule. Elle lui demandait conseil sur tout, des entretiens d'embauche à la voiture à acheter, l'appelant souvent au lieu de moi. Quand je l'ai finalement confrontée à ce sujet, elle a agi comme si j'étais ridicule. Il va être mon beau-frère, a-t-elle dit, utilisant ce ton patient habituellement réservé pour expliquer les choses aux enfants. Tu ne veux pas qu'on s'entende? Tu préférerais que je l'ignore? Présenté comme ça,
mon inquiétude semblait mesquine, voire jalouse. Bien sûr, je voulais qu'ils s'entendent, mais il y a une différence entre bien s'entendre et ce que c'était. J'avais l'impression qu'Emma étudiait Jake, apprenant ses préférences, son humour, ses habitudes, comme si elle construisait un plan pour être le genre de femme qu'il choisirait. La nuit où Jake m'a demandé en mariage, Emma a été la première personne que j'ai appelée. J'étais folle de bonheur et je voulais le partager avec ma sœur. Sa réponse a été parfaite, du moins en apparence. Elle a crié d'excitation, a exigé de voir la bague, et a immédiatement commencé à parler des préparatifs du mariage. Mais sous l'enthousiasme, j'ai perçu autre chose. Une lueur de calcul, comme si elle planifiait déjà son prochain coup. J'aurais dû faire confiance à cet instinct. La période des fiançailles a été le moment où le comportement d'Emma est passé de préoccupant à carrément obsessionnel. Elle s'est portée volontaire pour aider à chaque aspect de la planification du mariage, ce qui aurait dû être un doux soutien fraternel. Au lieu de cela, c'est devenu une autre façon pour elle de s'immiscer dans ma relation avec Jake. Elle a insisté pour être présente à chaque réunion de fournisseurs, chaque dégustation de gâteaux, chaque décision concernant les fleurs ou la musique. Son excuse était toujours qu'elle voulait apprendre pour son propre futur mariage, mais Emma ne fréquentait même personne. Elle avait refusé 3 rendez-vous arrangés par des amis et la famille, affirmant qu'elle se concentrait sur elle-même pour un temps. Lors d'une visite de lieu particulièrement mémorable, la coordinatrice de mariage a demandé les préférences du marié pour le menu du cocktail. Avant que je puisse répondre, Emma est intervenue avec une explication détaillée des boissons et apéritifs préférés de Jake. Des informations que je ne lui avais jamais partagées. Des informations qu'elle avait d'une manière ou d'une autre recueillies lors de ses propres conversations avec mon fiancé. « Comment sais-tu que Jake aime le bourbon mais pas le scotch ?» lui ai-je demandé dans la voiture après. « On en parlait à la fête d'anniversaire de maman », a-t-elle répondu nonchalamment. « Tu étais aux toilettes et il l'a mentionné quand papa lui a offert un verre. » Peut-être que c'était vrai. Peut-être que je suranalysais chaque interaction, mais ces petits moments continuaient de s'accumuler, créant une image que je ne voulais pas voir. Emma connaissait la commande de café de Jake, son horaire de travail, ses films préférés, ses histoires d'enfance. Elle le connaissait d'une manière qui allait au-delà de la conversation familiale décontractée. Les enterrements de vie de garçons et de jeunes filles devaient avoir lieu le même week-end, les amis de Jake l'emmenant dans un chalet à la campagne tandis que mes amis et moi restions en ville. Emma avait aidé à planifier ma fête, réservant une journée au spa et un dîner dans un restaurant branché. Tout était arrangé. Puis, 2 jours avant les fêtes, Emma a appelé avec des nouvelles décevantes. Le spa avait surbooké notre créneau horaire. Le restaurant avait dû annuler notre réservation en raison d'un incendie en cuisine. Soudain, mon enterrement de vie de jeune fille était en ruine, et il n'y avait pas le temps de trouver des alternatives. On pourrait juste avoir une soirée tranquille entre filles chez moi, a suggéré Emma. Commander une pizza, regarder des films, peut-être faire des soins de spa à la maison, rester simple. Simple, n'est-ce pas? Ce qu'Emma n'a pas mentionné, c'est que son appartement était à 10 minutes du chalet où Jake faisait son enterrement de vie de garçon. Ce qu'elle n'a pas non plus mentionné, c'est qu'elle avait déjà envoyé un texto à Jake pour lui dire qu'elle pourrait passer dire bonjour au gars si ma fête se terminait tôt. J'ai découvert ce texto quand Jake m'a montré son téléphone, pensant que c'était drôle qu'Emma veuille s'incruster à sa fête. « Ta sœur est hilarante », a-t-il dit, ne réalisant pas ce qu'il me montrait réellement. Le fil de messages entre eux était plus long que ce à quoi je m'attendais, rempli de conversations informelles qui n'avaient rien à voir avec la planification du mariage. Mon estomac s'est noué en parcourant des mois de textos. Rien d'inapproprié exactement, mais intime d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Emma lui demandant comment s'était passée sa journée, partageant des histoires drôles, envoyant des photos de choses qu'elle pensait qu'il trouverait intéressantes. Le genre de communication constante que je pensais réservée au couple. Quand j'ai confronté Emma à ce sujet, elle a agi comme si j'étais paranoïaque. On est amis, Chloé. C'est un crime? Je pensais que tu serais contente que je m'entende bien avec l'homme que tu vas épouser. Mais les amis ne s'envoient généralement pas de textos à 23h sur des pensées aléatoires ou des photos de leur déjeuner. Les amis ne connaissent généralement pas assez bien les horaires les uns des autres pour prendre des nouvelles pendant les journées de travail stressantes. C'était autre chose. La nuit avant mon mariage, je suis resté éveillé, fixant le plafond, essayant de me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Emma avait agi étrangement toute la semaine, nerveuse et excitée d'une manière qui ne correspondait pas à l'énergie habituelle d'avant-mariage.
Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone et de sourire à des messages que je n'avais pas le droit de voir. Demain était censé être le plus beau jour de ma vie. J'allais épouser l'homme que j'aimais devant tous ceux qui comptaient pour nous. Alors pourquoi avais-je l'impression de tomber dans un piège? Le matin de mon mariage s'est levé, parfait et clair. Le genre de journée d'automne qui vous fait croire que l'univers conspire en votre faveur. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. D'après mon expérience, les plus belles surfaces cachent souvent les vérités les plus laides. Emma est arrivée à la suite nuptiale à 8 heures du matin avec du café et des pâtisseries, jouant le rôle de la sœur solidaire à la perfection. Elle m'a aidé avec mon maquillage, a ajusté mon voile et a pris environ 300 photos des préparatifs. Pour quiconque regardait, nous ressemblions à des sœurs parfaites, unies dans la joie de mon jour spécial. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'Emma jouait un rôle plutôt que de participer. Chaque geste semblait calculé, chaque sourire un peu trop éclatant. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone et de sortir pour prendre des appels mystérieux, affirmant qu'ils provenaient du fleuriste ou du traiteur pour des détails de dernière minute. « Tu es absolument magnifique », m'a-t-elle dit alors que je me tenais devant le miroir en pied dans ma robe. Jake va être sans voix. La façon dont elle a prononcé son nom avec juste un peu trop de familiarité m'a donné la chair de poule, mais j'ai refoulé ce sentiment. C'était le jour de mon mariage. Je n'allais pas laisser la paranoïa le gâcher. La cérémonie était prévue pour 15 heures au manoir historique de Riverside, un lieu que Jake et moi avions choisi pour ses magnifiques jardins et son architecture classique. Nous avions invité 200 personnes, un mélange de familles, d'amis et de collègues qui avaient fait partie de notre parcours ensemble. Tous ceux qui comptaient pour nous étaient là, vêtus de leurs plus beaux habits, prêts à célébrer notre histoire d'amour. J'attendais dans la suite nuptiale que la cérémonie commence, écoutant le quatuor à cordes jouer la musique du cortège pour la noce. Emma avait descendu l'allée en tant que ma demoiselle d'honneur, magnifique dans la robe bleu marine que nous avions choisie ensemble. Mes demoiselles d'honneur ont suivi, puis c'était mon tour. Papa a frappé à la porte exactement à 15h15. « Prête, ma chérie ?» J'ai pris son bras et nous avons marché vers l'entrée de l'espace de cérémonie, mon cœur battant d'anticipation. À travers les portes vitrées, je pouvais voir les invités se lever alors que la marche nuptiale commençait. Jake attendait à l'autel dans son costume gris, arborant ce sourire en coin dont j'étais tombée amoureuse 3 ans plus tôt. C'était ça, le moment que je planifiais depuis 18 mois, le début de ma vie en tant que Madame Jake Morrison. Les portes se sont ouvertes et je suis entré dans le jardin où 200 personnes s'étaient rassemblées pour assister à nos vœux. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres, baignant tout d'une lumière dorée. Les yeux de Jake ont croisé les miens le long de l'allée, et pendant un instant, tout le reste a disparu. Toutes mes inquiétudes à propos d'Emma, tout le stress de la planification du mariage, tous les petits doutes qui me taraudaient depuis des semaines, se sont évanouis. J'étais à mi-chemin de l'allée quand l'agitation a commencé. Emma, qui aurait dû se tenir à l'autel à m'attendre, se frayait soudain un chemin à travers la foule d'invités assis. Son visage était strié de larmes. Son maquillage soigneusement appliqué était ruiné. Elle se dirigeait vers l'allée centrale, vers Jake, avec une expression d'urgence désespérée. La musique a vacillé lorsque le quatuor a remarqué la perturbation. Les invités se sont tournés sur leurs sièges, la confusion se propageant dans la foule comme des ondulations dans un étang. Le sourire de Jake s'est effacé alors qu'il regardait ma sœur s'approcher, clairement aussi confus que tout le monde sur ce qui se passait. J'ai arrêté de marcher, mon bouquet tremblant dans mes mains. Quoi qu'Emma s'apprêtait à faire, je savais que ça allait tout changer. La façon dont elle pleurait, la détermination dans ses pas, le timing de son entrée dramatique, tout semblait orchestré, planifié. Emma a atteint l'avant de l'espace de cérémonie et s'est tournée pour faire face à la foule d'invités. Sa voix a porté clairement à travers le jardin, amplifiée par l'intensité émotionnelle de ce qui l'avait conduite à ce moment. « Arrêtez la cérémonie », a-t-elle annoncé, sa voix se brisant en sanglots. « Je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser ma sœur épouser un homme qui l'a trompée. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Autour de moi, 200 personnes ont halté à l'unisson, un son comme si l'air était aspiré du monde. Le visage de Jake est devenu blanc, sa bouche s'ouvrant sous le choc. L'officiant, un ami de la famille qui nous connaissait depuis des années, regardait entre Emma et moi avec une confusion totale. Mais ce sont les mots suivants d'Emma qui ont vraiment tout détruit. Je l'ai vu avec une autre femme hier soir. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le jardin est tombé dans le genre de silence qui ressemble à une pression dans les oreilles.
200 personnes retenaient leur souffle, attendant de voir comment ce drame allait se dérouler. Le bras de mon père s'est resserré autour du mien, et je pouvais le sentir trembler de rage ou de choc. Peut-être les deux. Emma se tenait au centre de tous ces visages qui la fixaient, les larmes coulant sur ses joues, jouant à la perfection le rôle de la sœur au cœur brisé. Le membre de la famille dévasté, forcé de révéler une terrible vérité. Si je ne l'avais pas connu toute ma vie, j'aurais pu croire moi-même à sa performance. Jake avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Son visage était devenu complètement pâle et sa bouche s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son n'en sorte. Pendant un moment, il a semblé trop abasourdi pour même se défendre, ce qui, je l'ai réalisé, était probablement exactement ce sur quoi Emma avait compté. Ce n'est pas vrai, a-t-il finalement réussi à dire, sa voix craquant légèrement. Emma, de quoi parles-tu? Mais Emma était prête pour cette réponse. Elle avait clairement répété toute cette scène. Ne lui mens plus, Jake. Je t'ai vu hier soir au bar de l'hôtel avec cette femme blonde. Vous vous embrassiez et ensuite vous êtes montés dans sa chambre ensemble. Je vous ai suivi parce que je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Les détails étaient suffisamment spécifiques pour paraître crédibles. Le bar de l'hôtel où le groupe de Jake pour l'enterrement de vie de garçon avait séjourné. La femme blonde qui aurait pu être n'importe qui. La chronologie qui serait difficile à vérifier avec tout le chaos de l'enterrement de vie de garçon. Emma avait soigneusement réfléchi à tout ça. Nos invités commençaient à murmurer entre eux. Certains sortaient leur téléphone pour enregistrer ce qui se passait. Parce que rien ne dit mieux, crise familiale, que de s'assurer de l'avoir sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Je pouvais déjà imaginer les gros titres, mariage arrêté par un scandale d'infidélité, une sœur révèle l'affaire du marié à l'hôtel. C'était exactement le genre d'humiliation publique qu'Emma avait préparé depuis des mois. Non seulement ruiner ma relation avec Jake, mais détruire ma réputation, ma dignité, tout mon système de soutien en un seul moment dramatique. J'ai regardé Jake, cherchant sur son visage le moindre signe que l'accusation d'Emma pourrait être vraie. Mais tout ce que j'ai vu, c'était une confusion sincère et une colère grandissante. C'était un homme qui se souvenait de m'apporter du café chaque matin, qui appelait sa grand-mère tous les dimanches, qui avait passé la semaine dernière à s'inquiéter de savoir si ses vœux étaient assez bons. Ce n'était pas un homme qui me tromperait la veille de notre mariage. Jake, ai-je dit doucement, ma voix étant étrangement stable malgré le chaos qui nous entourait. As-tu fait ce qu'elle dit? Il m'a regardé droit dans les yeux. Aucune hésitation, aucun regard fuyant. Chloé, je le jure sur ma vie, je ne t'ai jamais trompé. Je ne sais pas ce qu'Emma pense avoir vu, mais ce n'était pas moi avec une autre femme. La certitude dans sa voix, le contact visuel immédiat, la façon dont il a dit mon nom comme une encre dans la tempête. Tout cela semblait authentique. Mais Emma n'avait pas fini. Il ment, a-t-elle sangloté, se tournant pour s'adresser à la foule d'invités. Je sais ce que j'ai vu. J'ai pris des photos, mais il m'a forcé à les supprimer. Il m'a menacé. Il a dit qu'il ruinerait ma carrière si je disais la vérité à Chloé. Maintenant, elle affirmait que Jake l'avait menacé. L'homme qui ne pouvait pas tuer une araignée sans se sentir coupable était censé intimider ma sœur pour la faire taire. L'histoire devenait de plus en plus élaborée à chaque minute, ce qui est généralement ce qui se passe quand quelqu'un invente les choses au fur et à mesure. C'est alors que Jake a fait quelque chose qui a surpris tout le monde, y compris moi. Au lieu de continuer à se disputer avec Emma, au lieu de se mettre en colère ou sur la défensive, il a sorti son téléphone. Le mouvement était calme, délibéré, et d'une manière ou d'une autre plus confiant que tout ce qu'il avait fait depuis le début de l'accusation d'Emma. En fait, a-t-il dit, sa voix portant clairement à travers le jardin. Je pense que tout le monde devrait entendre toute la vérité sur ce qui s'est passé hier soir. Il a regardé nos invités, son expression passant de la confusion à quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme s'il avait attendu ce moment, s'y était préparé. Puis-je emprunter le microphone, a-t-il demandé à l'officiant. Le visage d'Emma a alors changé. La dévastation confiante a vacillé, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Elle a essayé d'interrompre, d'essayer de dire quelque chose sur le fait de ne pas vouloir causer plus de drame, mais Jake se dirigeait déjà vers le système de sonorisation. Il a pris le microphone, l'a testé avec un rapide « Allô », puis a regardé directement Emma avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas exactement de la colère, mais une détermination qui m'a retourné l'estomac. Puisque nous partageons des vérités aujourd'hui, a dit Jake, sa voix amplifiée à travers le jardin.
Je pense que nos invités devraient savoir exactement ce qui s'est passé hier soir et pourquoi Emma essaie vraiment d'arrêter ce mariage. Il a levé son téléphone. Et même de là où j'étais, je pouvais voir une application d'enregistrement ouverte sur l'écran. Emma, tu devrais peut-être t'asseoir pour ça. Jake a appuyé sur play sur son téléphone et la voix d'Emma a empli le jardin avec une clarté cristalline. Le système de sonorisation qui était censé amplifier nos vœux de mariage diffusait maintenant la confession de ma sœur à 200 invités stupéfaits. Jake, je sais que c'est un timing de fou, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. La voix enregistrée d'Emma était haletante, intime d'une manière qui me donnait la chair de poule. Chloé ne te mérite pas. Elle ne t'a jamais mérité. La foule était silencieuse. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Jake a laissé l'enregistrement jouer, le visage sombre mais déterminé. J'ai regardé l'expression d'Emma passer de la panique à la terreur pure alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Toi et moi, nous avons une connexion, continuait sa voix dans les haut-parleurs. Je l'ai senti depuis le jour où elle t'a ramené à la maison. La façon dont tu me regardes, la façon dont nous nous comprenons. Demain n'a pas à arriver, Jake. On pourrait partir ensemble ce soir. J'ai de l'argent de côté. On pourrait aller n'importe où. Un souffle collectif a parcouru nos invités. Plusieurs personnes avaient maintenant leur téléphone sorti, enregistrant cet effondrement complet de l'étiquette du mariage. Ma mère s'agrippait au bras de mon père, son visage blanc de choc. Les parents de Jake semblaient vouloir se cacher sous leur chaise. Mais Emma n'avait pas fini de se confesser sur l'enregistrement. Si tu ne pars pas avec moi, alors j'arrêterai le mariage moi-même. Je dirai à tout le monde que tu as trompé. J'inventerai n'importe quelle histoire nécessaire. Chloé me croira parce qu'elle me croit toujours. Elle est si confiante, si naïve. Elle n'a aucune idée à quel point j'ai voulu ce qui est à elle. L'honnêteté dans sa voix enregistrée était brutale. Ce n'était pas un coup de tête. C'était une destruction calculée et préméditée. Emma avait prévu de ruiner mon mariage, peu importe comment Jake répondrait à sa proposition. Jake a arrêté l'enregistrement et a regardé directement Emma, qui reculait maintenant du centre de l'espace de cérémonie comme si elle prévoyait de s'enfuir. Cet appel est arrivé à 23h47 hier soir, a annoncé Jake à la foule. Environ 20 minutes après qu'Emma m'ait envoyé un texto pour me demander de la retrouver au bar de l'hôtel. Quand je n'ai pas répondu à ces textos, elle m'a appelé directement. Il a de nouveau levé son téléphone, montrant le journal d'appel à quiconque était assez proche pour le voir. Je l'ai enregistré parce qu'Emma me fait des avances inappropriées depuis des mois, et je voulais des preuves au cas où quelque chose comme ça se produirait. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle essaierait réellement de détruire le jour du mariage de Chloé, mais je voulais être préparé. Emma a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie comme un murmure étranglé. Ce n'est pas tu le sors de son contexte. J'étais émotive. Je ne le pensais pas, quelle partie était hors contexte, Emma? La voix de Jake était stable, contrôlée, mais il y avait de l'acier en dessous. La partie où tu as dit que tu inventerais des mensonges sur mon infidélité, ou la partie où tu as admis que tu planifiais ça depuis des mois. Nos invités de mariage murmuraient maintenant entre eux, rassemblant des pièces qu'ils avaient probablement remarquées mais ignorées. La présence constante d'Emma pendant notre relation. Son obsession pour la planification du mariage, la façon dont elle s'était positionnée dans nos vies comme si elle y avait sa place. J'ai enfin trouvé ma voix, bien qu'elle soit sortie plus tremblante que je ne le voulais. Emma, est-ce que c'est vrai? As-tu vraiment tout planifié? Elle m'a regardé avec des larmes coulant sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de rage et d'humiliation. Le genre de pleurs qui surviennent lorsque le plan soigneusement construit de quelqu'un s'effondre de la manière la plus publique possible. Tu ne comprends pas, a-t-elle sangloté. Tu as toujours tout eu. Des notes parfaites, un travail parfait, un petit ami parfait. Et moi? Et ce que je veux, moi. Le sentiment de droit dans sa voix était stupéfiant. Elle venait d'essayer de détruire mon mariage sur la base de mensonges complets. Et d'une manière ou d'une autre, elle était toujours la victime dans son propre esprit. Ce que tu veux, ai-je répété, ma voix devenant plus forte. Tu veux voler mon fiancé et ruiner mon mariage parce que tu es jalouse. Je l'aime, a crié Emma, son sang-froid se brisant enfin complètement. Je l'aime plus que toi. Tu ne vois même pas à quel point il est incroyable. Tu le prends pour acquis.
Le jardin était si silencieux qu'on pouvait entendre des conversations individuelles depuis la salle de réception voisine. 200 personnes regardant ma sœur avoir une dépression psychologique complète à mon mariage. Ce serait certainement une histoire dont notre famille parlerait pendant des générations. Jake s'est avancé et pendant un moment, j'ai pensé qu'il allait réconforter Emma ou essayer de désamorcer la situation. Au lieu de cela, il l'a regardé droit dans les yeux et a dit les mots qui mettraient fin à sa performance pour toujours. Emma, je ne t'ai jamais, pas une seule fois, donné la moindre indication que j'étais intéressé par toi de manière romantique. Chaque gentillesse que je t'ai montrée était par respect pour Chloé. Chaque conversation que nous avons eue était parce que tu t'es immiscé dans des situations où je n'avais pas d'autre choix que d'être poli. Je n'ai jamais rien voulu de toi, sauf que tu laisses ma relation tranquille. La brutalité de son honnêteté était à couper le souffle. Emma a physiquement reculé comme si elle avait été giflée. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour plus de drames familiaux que vous ne croirez pas. Emma est restée là pendant ce qui a semblé une éternité, son visage passant par des émotions plus vite que je ne pouvais les traiter. Choc, rage, humiliation, et enfin, quelque chose qui ressemblait à de la haine pure. Pas la jalousie mesquine à laquelle j'avais affaire depuis des années, mais une véritable haine venimeuse dirigée contre tous ceux qui avaient été témoins de son échec spectaculaire. Bien, a-t-elle dit, sa voix complètement différente maintenant. Froide, calculatrice, dépouillée de toute la fausse émotion qu'elle avait jouée. Vous voulez la vérité? Voici la vérité. Elle s'est tournée pour faire face à nos invités. Le maquillage striait son visage, ses cheveux en désordre après sa performance dramatique. J'ai bien planifié ça. Je le planifie depuis des mois parce que ma sœur parfaite ne mérite pas la vie parfaite qu'on lui a toujours servie sur un plateau. Elle ne travaille pour rien. Elle n'apprécie pas ce qu'elle a, et elle ne mérite certainement pas Jake. L'honnêteté était presque rafraîchissante après des années de manipulation et de mensonges d'Emma. Enfin, elle montrait à tout le monde qui elle était vraiment sous toute cette affection fraternelle. Je suis amoureuse de Jake depuis le jour où elle l'a ramené à la maison, a continué Emma, sa voix se renforçant alors qu'elle embrassait son rôle de méchante. Et je sais qu'il ressent quelque chose pour moi aussi. Peu importe ce qu'il dit maintenant, j'ai vu la façon dont il me regarde. Jake a fait un bruit qui aurait pu être un rire ou un ricanement. Emma, je te regarde de la même manière que je regarde tout le monde. Ça s'appelle la politesse de base. Mais Emma était lancée maintenant, engagée dans son récit, même si cela détruisait ses relations avec toutes les personnes présentes. Vous allez tous vous asseoir ici et me juger, mais aucun de vous ne voit ce que je vois. Chloé obtient tout ce qu'elle veut sans même essayer. Bonne note, bon travail, bon homme. Pendant ce temps, je travaille 2 fois plus dur et j'obtiens la moitié de la reconnaissance. Alors, oui, j'ai décidé de prendre quelque chose pour moi. Ma mère a finalement trouvé sa voie. Emma, arrête ça. Tu te ridiculises. Me ridiculiser. Emma a ri. Un son sec qui a traversé le jardin. Maman, je viens d'essayer de voler le fiancé de ma sœur à son propre mariage et je me suis fait prendre sur un enregistrement. Je pense qu'on a dépassé le stade du ridicule. Au moins, elle était consciente de l'ampleur de son désastre. La seule chose que je regrette, a dit Emma, me regardant droit dans les yeux, c'est que ça n'ait pas marché. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a finalement cédé. Pas de la colère exactement, mais une sorte de clarté cristalline. J'avais passé toute ma vie d'adulte à trouver des excuses au comportement d'Emma, à essayer de comprendre sa jalousie, à tenter de l'inclure dans mon bonheur. Je m'étais convaincu qu'elle était juste peu sûre d'elle, qu'elle luttait pour trouver sa place. Mais ce n'était pas de l'insécurité. C'était de la malveillance. Tu sais quoi, Emma, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers le jardin sans le microphone. Tu as raison sur une chose. Tu travailles plus dur que moi. Tu travailles incroyablement dur pour être malheureuse. Tu déploies d'énormes efforts pour trouver des moyens de culpabiliser tout le monde autour de toi pour leur bonheur. Tu as fait de la jalousie un travail à plein temps. Je pouvais voir des gens dans la foule hocher légèrement la tête. Enfin, quelqu'un disait ce qu'ils pensaient tous depuis des années. Mais voici ce que tu n'as jamais compris, ai-je continué, faisant un pas de plus vers ma sœur. La raison pour laquelle les gens ne te donnent pas ce que tu veux n'est pas parce qu'ils ne voient pas à quel point tu essaies. C'est parce qu'ils peuvent voir exactement à quel point tu essaies de prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Le visage d'Emma devenait de plus en plus rouge,
mais elle n'a pas interrompu. Peut-être parce qu'elle savait que j'avais raison, ou peut-être parce qu'elle entendait enfin quelqu'un lui parler sans essayer de gérer ses émotions. Jake ne t'aime pas, Emma. Il ne t'aimera jamais. Non pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut voler, manipuler ou culpabiliser quelqu'un pour le ressentir. C'est quelque chose qui grandit entre des personnes qui se respectent. Et le respect, c'est quelque chose que tu n'as jamais montré à personne dans cette famille. Je me suis tourné vers nos invités qui assistaient à cette séance de thérapie familiale en temps réel. Je suis désolé que tout le monde ait dû assister à ça, ai-je dit. Mais je ne suis pas désolé que ce soit arrivé, parce que maintenant nous savons tous exactement qui est vraiment Emma. Plus besoin de faire semblant. Plus besoin de trouver des excuses. Plus besoin de marcher sur des œufs pour protéger ses sentiments pendant qu'elle essaie de détruire le bonheur de tout le monde. Emma est restée là un instant de plus, attendant peut-être que quelqu'un la défende ou lui demande de rester. Quand il est devenu clair que personne n'allait la sauver des conséquences de ses choix, elle a fait la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle a couru. Pas marché rapidement ou fait une sortie digne. Elle a littéralement couru à travers la foule d'invités, bousculant des parents et des amis de la famille confus, se dirigeant vers le parking comme si sa robe était en feu. Nous l'avons regardée partir en silence complet. 200 personnes digérant ce qu'elles venaient de voir, essayant de comprendre ce qui se passe ensuite quand la demoiselle d'honneur a une dépression psychologique et fuit la cérémonie. Finalement, Jake s'est éclairci la gorge et a de nouveau parlé dans le microphone. « Eh bien » a-t-il dit, ce sourire en coin commençant à apparaître sur son visage. C'était inattendu. Quelques personnes dans la foule ont ri, un rire nerveux mais soulagé, le genre de rire qui se produit quand on réalise que la crise est terminée et qu'on peut respirer à nouveau. Si tout le monde pouvait s'asseoir, a continué Jake. Je crois que Chloé et moi avons des vœux à échanger. La transition de la crise familiale à la cérémonie de mariage a été étonnamment fluide. Peut-être parce que tout le monde était si émotionnellement épuisé par la performance d'Emma qu'ils étaient prêts à se concentrer sur quelque chose de positif. Ou peut-être parce que nos invités voulaient sincèrement nous voir réussir après avoir vu quelqu'un essayer si fort de détruire notre bonheur. L'officiant, un ami de la famille nommé Pasteur Williams qui me connaissait depuis l'enfance, s'est avancé avec un doux sourire. « Eh bien » a-t-il dit, ajustant ses lunettes. En 30 ans de célébration de mariage, je peux honnêtement dire que c'est une première. Mais si tout le monde est prêt, je pense que nous avons un mariage à terminer. La foule s'est réinstallée sur ses sièges, bien qu'il y ait eu certainement plus de murmures que ce à quoi on s'attendrait normalement pendant une cérémonie. Les gens étaient encore en train de digérer ce qui venait de se passer, regardant toujours vers le parking où Emma avait disparu, essayant toujours de comprendre comment réagir à l'effondrement familial le plus dramatique auquel ils aient jamais assisté. J'ai pris un moment pour regarder nos invités. Mes parents, qui semblaient avoir vieilli de 10 ans au cours des 20 dernières minutes. La famille de Jake, qui essayait de projeter une normalité bienveillante malgré le chaos. Nos amis, dont certains avaient leur téléphone sorti et prévoyaient clairement de discuter de cet événement pour le reste de leur vie. Mais vous savez quoi? Je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement libre. Plus besoin de m'inquiéter des sentiments d'Emma. Plus besoin de marcher sur des œufs autour de sa jalousie. Plus besoin de trouver des excuses pour son comportement ou d'essayer de l'inclure dans des événements où elle causerait inévitablement des drames. Emma avait enfin montré à tout le monde qui elle était vraiment, et le fardeau de gérer son dysfonctionnement n'était plus ma responsabilité. Jake m'a pris les mains et j'ai senti une partie de la tension quitter mon corps. Cet homme avait géré la manipulation de ma sœur mieux que moi. Il s'était préparé à son sabotage, avait documenté son harcèlement et avait protégé notre relation avec un niveau de prévoyance que je n'avais même pas réalisé qu'il possédait. « Ça va » a-t-il murmuré, juste assez fort pour que je l'entende. « Je suis parfaite » ai-je murmuré en retour, et je le pensais. Pasteur Williams s'est éclairci la gorge et a recommencé la cérémonie. « Cher bien-aimé, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour unir Chloé et Jake dans les liens sacrés du mariage. » Malgré quelques interruptions inattendues, l'amour entre ces deux personnes s'est avéré assez fort pour résister à n'importe quel défi. Il a fait une pause et a regardé la foule avec un léger sourire. Et je pense que nous pouvons tous convenir que si leur relation peut survivre aux 20 dernières minutes, elle peut survivre à tout. Cela a provoqué un rire sincère de nos invités. La tension s'est dissipée comme une fièvre, et soudain nous étions de retour à la célébration au lieu de la survie. Jake et moi avions écrit nos propres vœux.
Et après tout ce qui venait de se passer, les mots semblaient encore plus significatifs. Quand Jake a promis de protéger notre relation de quiconque essaierait de lui nuire, plusieurs personnes dans la foule ont applaudi. Quand j'ai promis de ne jamais laisser le dysfonctionnement familial éclipser notre bonheur, ma mère s'est mise à pleurer. L'échange des alliances s'est déroulé sans accroc. Personne ne s'est opposé lorsque Pasteur Williams a demandé si quelqu'un avait des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas nous marier, bien que je sois presque sûr que quelques personnes ont jeté un coup d'œil vers le parking juste pour s'assurer qu'Emma n'avait pas décidé de faire un retour dramatique. Vous pouvez embrasser la mariée, a annoncé Pasteur Williams, et Jake n'a pas hésité. Le baiser était parfait, doux, sincère, rempli de soulagement et d'amour et de la promesse d'un avenir qui serait à nous seuls. Quand nous nous sommes séparés, la foule a éclaté en applaudissements plus forts et plus enthousiastes que pour n'importe quel mariage auquel j'avais jamais assisté. Alors que nous remontions l'allée en tant que mari et femme, j'ai aperçu le bouquet abandonné d'Emma gisant sur le sol où elle l'avait laissé tomber pendant sa fuite. Les fleurs se fanaient déjà sous le soleil de l'après-midi, une métaphore parfaite de ces plans destructeurs. Notre photographe, qui avait capturé chaque moment du drame, prenait encore des photos alors que nous nous dirigions vers la salle de réception. J'ai pris une note mentale de lui demander de retoucher la plupart de l'effondrement d'Emma de notre album de mariage officiel. Certains moments sont mieux laissés dans le passé. Le cocktail a commencé immédiatement, et l'atmosphère était différente de tout ce que j'aurais pu imaginer. Nos invités étaient dynamisés, liés par l'expérience partagée d'avoir été témoins de quelque chose de complètement sans précédent. Des gens qui se connaissaient à peine se présentaient et discutaient de ce qu'ils venaient de voir. C'était comme si la dépression d'Emma avait transformé notre mariage en l'événement le plus mémorable auquel quiconque assisterait de toute l'année. Ta sœur est une sacrée comédienne, a mentionné le cousin de Jake alors que nous faisions le tour pour saluer les invités. Mon ex-sœur, ai-je corrigé, et j'ai réalisé que je le pensais. La réception se transformait en la meilleure fête à laquelle j'ai jamais assisté, ce qui n'est pas peu dire étant donné qu'elle a commencé avec ma demoiselle d'honneur ayant une dépression psychologique et avouant une tentative de sabotage de relation. Mais il y a quelque chose dans le fait de survivre à une crise ensemble qui donne aux gens envie de célébrer la vie. Et nos invités étaient définitivement d'humeur festive. Le groupe, qui avait été informé du drame précédent par notre coordinatrice de mariage, a décidé de s'appuyer sur le thème de la victoire sur les obstacles. Leur première chanson était « Stranger » de Kelly Clarkson, ce qui a immédiatement mis tout le monde sur la piste de danse. Rien de tel qu'un bon hymne de survie pour lancer la fête. Jake et moi avons eu notre première danse sur « At Last » d'Etta James, et j'ai enfin compris ce que les gens voulaient dire quand ils parlaient de tout le reste qui s'efface. Après des années où Emma s'est immiscée dans notre relation, essayant d'être la troisième personne de notre couple, c'était juste nous deux sur cette piste de danse. Enfin. Aucun regret, a demandé Jake alors que nous nous balancions au rythme de la musique. À propos d'Emma? Aucun. À propos de t'épouser, ai-je souri. Demande-moi dans 50 ans. Pendant la danse père-fille, mon père s'est excusé de ne pas avoir vu le comportement d'Emma pour ce qu'il était vraiment. Je n'arrêtais pas de penser qu'elle traversait juste une mauvaise passe, a-t-il dit doucement. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle essaierait quelque chose comme ça. Papa, tu as élevé 2 filles. L'une d'elles s'est avérée géniale et l'autre s'est avérée être Emma. Ce n'est pas ta faute. Mais peut-être que si nous l'avions aidée plus tôt, si nous avions fixé de meilleures limites. Peut-être, ai-je convenu, mais c'était son choix à faire, pas le nôtre à lui imposer. Les discours du dîner étaient intéressants, considérant que la demoiselle d'honneur était censée en faire un, mais était probablement quelque part en train de vivre une crise existentielle dans sa voiture. Le témoin de Jake, son frère Mike, est intervenu pour combler le vide. Je connais Jake depuis toujours, a dit Mike en levant son verre. Et je ne l'ai jamais vu aussi heureux qu'il l'a été avec Chloé. Je ne l'ai jamais vu non plus gérer une crise aussi bien qu'il l'a fait aujourd'hui. La foule a ri et applaudi. Mike a continué, Jake m'a dit il y a des mois qu'Emma le mettait mal à l'aise et qu'il s'inquiétait de la façon dont cela pourrait affecter sa relation avec Chloé. Il a commencé à enregistrer leur conversation parce qu'il voulait des preuves si les choses dégénéraient. Il s'est avéré que c'était une excellente prévoyance. J'ai regardé Jake avec une nouvelle appréciation. Il avait protégé notre relation bien avant que je ne réalise qu'elle avait besoin de protection. Alors, à Jake et Chloé, a conclu Mike. Pour avoir prouvé que le véritable amour peut survivre à un faux drame et que les meilleures familles sont celles que l'on choisit, pas nécessairement celles dans lesquelles on est né. Une autre salve d'applaudissements, cette fois avec une chaleur sincère au lieu de l'énergie choquée de tout à l'heure.
Ma mère a fait un court discours sur sa fierté pour ses 2 filles, puis s'est arrêtée et s'est corrigée en disant « ma fille ». Apparemment, la performance d'Emma le jour du mariage avait clarifié certaines choses pour elle aussi. Au fil de la soirée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu que les gens évitent le sujet de l'effondrement d'Emma, ils ont commencé à partager leurs propres histoires sur des membres de famille toxiques. Apparemment, tout le monde a ce parent qui se spécialise dans le fait de rendre les autres malheureux. Et le fait d'assister à l'échec spectaculaire d'Emma avait donné aux gens la permission de parler de leurs propres expériences. Mon frère a essayé de briser mon premier mariage parce qu'il pensait que ma femme était trop bien pour moi, a partagé un des collègues de Jake pendant le cocktail. Ma sœur m'a emprunté de l'argent pendant 10 ans, puis m'a accusé d'être égoïste quand j'ai finalement dit non, a ajouté une de mes amies d'université. C'était comme si l'effondrement public d'Emma avait ouvert une porte à une conversation honnête sur le dysfonctionnement familial. Les gens se liaient autour de leurs expériences communes avec des parents narcissiques et célébraient leur propre décision de fixer des limites. Vers 21h, mon téléphone a vibré avec un texto. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à vérifier. C'était d'Emma. Je quitte la ville ce soir. N'essaie pas de me contacter. Tu as eu ce que tu voulais. J'ai montré le message à Jake qui a secoué la tête. Même ses excuses sonnent comme si c'était notre faute. J'ai pensé à répondre, peut-être à essayer une dernière fois d'atteindre ce qui restait de la sœur avec qui j'avais grandi. Puis j'ai réalisé que cette sœur n'avait probablement jamais existé. L'Emma que j'avais essayé de sauver, d'inclure et de comprendre n'était qu'une projection de ce que je voulais qu'elle soit. J'ai supprimé le message sans répondre et j'ai bloqué son numéro. Aucun regret ? A demandé Jake, me regardant ranger mon téléphone. Aucun. 3 mois plus tard, je déballais la dernière boîte dans notre nouvel appartement quand j'ai trouvé l'album de mariage que notre photographe avait finalement livré. J'avais redouté ce moment, me demandant comment elle avait géré la situation d'Emma et si nos photos officielles seraient à jamais entachées par le souvenir du drame familial. Mais quand j'ai ouvert l'album, j'ai été stupéfaite. Notre photographe avait d'une manière ou d'une autre capturé l'histoire de notre journée de mariage d'une manière qui faisait en fait ressembler l'effondrement d'Emma à un rebondissement qui a mené à notre triomphe. Il y avait des photos de la confusion et du choc sur les visages des gens. Puis des photos du soulagement et de la célébration après que la vérité ait éclaté. Elle a documenté notre parcours de la crise à la joie avec une précision artistique. Les photos finales de Jake et moi dansant, entourés d'amis et de membres de la famille sincèrement heureux, racontaient la véritable histoire. Ce n'était pas le mariage que nous avions prévu, mais c'était le mariage dont nous avions besoin. Le jour où nous avons appris qui était notre véritable système de soutien et qui nous devions laisser partir. Dans les mois qui ont suivi le mariage, le silence d'Emma a été absolu. Elle avait tenu sa promesse de quitter la ville. Maman avait entendu par un ami de la famille qu'elle avait déménagé à Portland et travaillait dans une agence de publicité sous son 2e prénom. Aucune présence sur les réseaux sociaux, aucun contact avec qui que ce soit de la maison, un silence radio complet. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle essaie de reconstruire les ponts une fois la poussière retombée. Peut-être envoyer une lettre ou demander à nos parents de jouer les médiateurs pour une sorte de réconciliation. Mais Emma avait toujours été tout ou rien, et apparemment elle avait choisi rien. Est-ce qu'elle te manque ? A demandé Jake un soir alors que nous préparions le dîner ensemble dans notre nouvelle cuisine. C'était une question qu'il avait posée plusieurs fois au fil des mois, et ma réponse avait évolué. Celle que je pensais qu'elle était me manque, ai-je dit en remuant la sauce pour les pâtes. L'idée d'avoir une sœur qui voulait vraiment que je sois heureuse me manque. Mais Emma, la vraie Emma qui a essayé de détruire notre mariage par jalousie. Non, elle ne me manque pas du tout. Notre relation s'était renforcée d'une manière que je n'avais pas prévue. Traverser une crise ensemble, surtout une crise impliquant quelqu'un qui essayait de nous manipuler tous les deux, avait créé un niveau de confiance et de communication qui aurait pu prendre des années à se développer autrement. Nous parlions de tout maintenant, y compris des choses inconfortables. J'aurais dû te dire plutôt comment Emma se comportait, a dit Jake, une conversation que nous avions eue plusieurs fois, mais que nous semblions avoir besoin de continuer à avoir. Je n'arrêtais pas de penser que peut-être je surréagissais. Et j'aurais dû faire confiance à mes instincts au lieu de trouver des excuses pour son comportement, ai-je répondu. Nous avons tous les deux appris quelque chose. Nous avions également appris que nos amis et notre famille élargie étaient plus solidaires que nous ne l'avions réalisé. Après avoir été témoins de l'effondrement public d'Emma, les gens s'étaient démenés pour prendre de nos nouvelles et exprimer leur soutien. C'était comme si sa sortie dramatique avait en fait renforcé notre communauté au lieu de la diviser.
Mes parents avaient eu le plus de mal avec l'absence d'Emma. Ils avaient essayé de la contacter plusieurs fois, envoyant des lettres et des emails qui sont restés sans réponse. Finalement, ils avaient accepté qu'Emma ait choisi de couper tout contact, et ils avaient commencé à se concentrer sur la réparation des dommages que ces années de manipulation avaient causés à notre dynamique familiale. Je pense que nous avons encouragé son comportement sans nous en rendre compte, a admis ma mère lors d'un de nos dîners mensuels. Nous étions tellement concentrés sur la gestion de ses émotions que nous ne l'avons jamais tenu responsable de ses actes. C'était un progrès, douloureux mais nécessaire. Le développement le plus surprenant avait été d'entendre d'autres membres de la famille parler de leurs propres expériences avec Emma. Apparemment, elle manipulait et mentait aux gens depuis des années, mais tout le monde s'était tu parce qu'il ne voulait pas causer de drame familial. Sa confession le jour du mariage avait donné aux gens la permission de partager leurs propres histoires. Elle m'a dit que tu étais jalouse de son succès, et c'est pour ça que tu ne l'invitais jamais à des choses, a révélé ma cousine des mois plus tard. Je trouvais ça bizarre parce que tu as toujours semblé la soutenir. Elle m'a emprunté de l'argent pour un investissement commercial, puis a dit à d'autres personnes que je la pressais de me rembourser trop rapidement, a ajouté une tante. Je me sentais horriblement mal à ce sujet jusqu'à ce que je réalise qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me rembourser du tout. Emma avait monté les différents membres de la famille les uns contre les autres pendant des années, créant une confusion et des conflits qu'elle pouvait ensuite intervenir pour aider à résoudre. Son absence nous avait permis de comparer nos notes et de réaliser l'étendue de sa manipulation. L'album de mariage comprenait également des photos de notre lune de miel en Italie, qui avait été absolument parfaite. Pas de drame familial, pas de crise inattendue, juste 2 semaines à explorer de beaux endroits ensemble et à parler de notre avenir. Nous avions pris des décisions sur tout, de l'endroit où nous voulions vivre au nombre d'enfants que nous voulions. Tout cela sans nous soucier de la manière dont nos choix pourraient affecter les sentiments d'Emma. La liberté, il s'est avéré, était encore meilleure que je ne l'avais imaginé. 1 an après le mariage, Jake et moi avons décidé d'organiser une petite fête d'anniversaire. Rien d'élaboré, juste des amis proches et la famille réunis dans notre appartement pour célébrer notre première année de mariage. En envoyant les invitations, j'ai réalisé pour la première fois que je n'avais pas à prendre en compte les sentiments d'Emma ou si elle pourrait causer des drames à l'événement. Elle ne faisait tout simplement plus partie de nos vies. La fête était tout ce que notre réception de mariage aurait pu être si nous avions su alors ce que nous savons maintenant. Détendue, authentique, remplie de gens qui voulaient vraiment notre succès. Mes parents sont venus et ils semblaient plus légers en quelque sorte, libérés du stress constant de la gestion des crises émotionnelles d'Emma. Tu as l'air heureuse, a observé ma mère alors qu'elle m'aidait à arranger des fleurs dans la cuisine. Je suis heureuse, ai-je réalisé. Vraiment, sincèrement heureuse pour la première fois depuis des années. C'était vrai. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais dépensé d'énergie émotionnelle à m'inquiéter pour Emma jusqu'à ce que j'arrête. Sans son drame constant et sa manipulation en arrière-plan, j'avais pu me concentrer sur la construction de la vie que je voulais vraiment au lieu de défendre constamment la vie que j'avais. Le frère de Jake, Mike, m'a prise à part pendant la fête pour partager des nouvelles intéressantes. J'ai entendu d'un ami commun qu'Emma raconte aux gens à Portland qu'elle est en froid avec sa famille parce qu'ils n'ont pas soutenu ses objectifs de carrière, a-t-il dit. Apparemment, elle s'est dépeinte comme la victime de la jalousie familiale. Je n'étais pas surprise. Emma avait toujours été douée pour réécrire l'histoire afin de se présenter sous le meilleur jour possible. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point je me fichais de son récit maintenant. Qu'elle raconte l'histoire qui l'aide à dormir la nuit, ai-je dit. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Alors que la soirée se terminait et que nos invités commençaient à partir, je me suis retrouvé à réfléchir à tout ce qui avait changé en seulement 1 an. J'avais appris à fixer des limites avec les membres de ma famille, à faire confiance à mes instincts sur le comportement des gens, et à prioriser mon propre bonheur au lieu de le sacrifier constamment pour maintenir la paix avec quelqu'un qui n'a jamais voulu la paix en premier lieu. Jake et moi avions également appris que nous formions une équipe solide. Nous avions survécu à quelqu'un essayant activement de détruire notre relation, et nous en étions sortis plus forts de l'autre côté. Si nous pouvions gérer le pire comportement d'Emma, nous pouvions gérer tout ce que la vie nous réservait. Des regrets, a demandé Jake alors que nous nettoyions après la fête. La même question qu'il posait depuis le jour de notre mariage. Justin, ai-je dit en suspendant les torchons. Je regrette de ne pas avoir tenu tête à Emma des années plus tôt. J'ai perdu beaucoup de temps à essayer de réparer une relation qu'elle n'avait aucun intérêt à réparer. Mais tu sais quoi? Ai-je continué en essuyant les comptoirs. Même ce regret est utile.
Il m'a appris à ne pas faire la même erreur avec d'autres personnes. Tout le monde ne mérite pas des chances illimitées de vous faire du mal. Nous avions entendu par le bouche à oreille familial qu'Emma réussissait bien professionnellement à Portland. Elle avait obtenu une promotion dans son agence et sortait apparemment avec quelqu'un qu'elle avait rencontré au travail. J'étais sincèrement contente d'entendre qu'elle se construisait une vie, mais je n'ai ressenti aucune envie de la contacter ou de réparer notre relation. Certains ponts, une fois brûlés, sont mieux laissés ainsi. En éteignant les lumières de notre appartement, j'ai pensé à l'album de mariage posé sur notre étagère. Les photos racontaient l'histoire du jour où quelqu'un a essayé de détruire notre bonheur et a échoué de manière spectaculaire. Mais elles racontaient aussi l'histoire de notre communauté se ralliant autour de nous, de l'amour survivant à la manipulation, de la vérité triomphant des mensonges. Emma nous avait fait un cadeau inattendu ce jour-là. En montrant à tout le monde qui elle était vraiment, elle m'avait libéré d'années de culpabilité et d'obligation. Elle a enseigné à toute notre famille que tolérer un comportement toxique n'aide personne, y compris la personne qui se comporte mal. Plus important encore, elle avait prouvé que notre amour était assez fort pour résister à ses pires efforts pour le détruire. Bonne nuit, Madame Morrison, a dit Jake alors que nous allions nous coucher. Bonne nuit, Monsieur Morrison, ai-je répondu. Et j'ai réalisé qu'Emma nous avait involontairement donné l'histoire de mariage parfaite. Pas le conte de fées que nous avions prévu, mais quelque chose de mieux. Une histoire d'amour qui avait été testée et s'était avérée incassable. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus de drames familiaux réels qui prouvent que la vérité est vraiment plus étrange que la fiction. Parfois, les personnes qui s'efforcent le plus de détruire votre bonheur finissent par vous offrir le plus grand cadeau de tous, la liberté de vivre votre vie sans eux.